Soyez les bienvenus dans l'Africa Newsroom, troisième volet ce mercredi de notre semaine spéciale à Côte d'Ivoire avec un dossier consacré à la modernisation du port autonome d'Abidjan. Au sommaire également, c'est un premier signe du dégel des relations entre la Gambie et le Sénégal. Le blocus de la transgambienne a été levé ce mardi. Et puis au Bénin, la déclaration de patrimoine par les autorités politiques est une exigence légale. Mais cette disposition est-elle véritablement respectée? Eh bien, nous en parlerons avec notre invité Arsène Touault. Bonsoir. Vous êtes juriste et diplômé de sciences politiques, auteur également de 3 ouvrages, dont le dernier, Côte d'Ivoire, leçon du 11 avril 2011. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et avec nous également nos éditorialistes, Malik Acher. Malik, bonsoir. Bonsoir Graziella, un plaisir de vous retrouver et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir Graziella, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, c'est l'info du jour. Le trafic a repris à 7h30, heure locale, ce mardi sur la transgambienne. Une décision qui fait suite aux engagements pris par le gouvernement sénégalais après les discussions tenues il y a plus d'une semaine avec les autorités gambiennes. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Dioumaba. Le trafic de marchandises et de passagers a repris entre le Sénégal et la Gambie, mardi 24 mai 2016. Les syndicats de transporteurs sénégalais en ont décidé ainsi suite aux pourparlers entre les gouvernements sénégalais et gambiens. Une réouverture qui était attendue notamment par les commerçants et les voyageurs en partance pour la Casamance. On se rend compte que si aujourd'hui, après 3 mois de blocus, beaucoup d'eau a coulé sur le pont, mais on se rend compte qu'il n'y a pas de solution. Les mêmes causes vont donner les mêmes effets et puis ce sera le retour à la case départ. Donc de part et d'autre, il faut vraiment du sérieux. Mais on a l'impression que ce n'est pas du sérieux. Nous constatons que les choses ne bougent pas et c'est malheureux pour les populations. Parce que ce sont les populations en général qui en pâtissent. Le 11 février 2016, la Gambie avait décidé unilatéralement de faire passer les taxes de passage des camions étrangers de 4 000 francs CFA à 400 000 francs CFA. C'est alors que les chauffeurs sénégalais ont décidé de boycotter la Gambie, qui est revenue sur sa décision plusieurs semaines après, au cours des négociations intergouvernementales qui se sont tenues à Dakar. Je pense qu'il faut de la fermeté. Parce qu'entre États, il faut de la fermeté. On dit souvent de manière banale, les États n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. Mais comme nous sommes 2 pays, 2 peuples qui ont pratiquement les mêmes populations, donc on doit tout faire pour qu'elles puissent vivre en toute sérénité. Et pour que tout cela puisse se faire, il faut des règles précises. La décision de boycott des transporteurs sénégalais avait abouti à la fermeture des frontières terrestres au trafic routier. Même si le trafic a repris, il faut préciser qu'une partie des transporteurs sénégalais dénonce une décision non concertée. Les pourparlers gouvernementaux n'ont pas encore abouti. Ils doivent reprendre au mois de juillet. Malik, cette réouverture des frontières marque-t-elle une véritable avancée ou s'agit-il simplement d'une bouffée d'air frais avant la reprise des négociations ? Tant que les négociations ne sont pas finies, il faut s'attendre à un avenir incertain. Il faut vraiment poser les bases. On a vu 2 États qui ont essayé de concerter ensemble, mais il n'y a pas de résultat concret. Et donc, il faut rester vigilant. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un deuxième, d'un troisième blocus sur cet axe-là. Et puis, la population a été perdante de ce fait-là. Donc, il faut absolument que les 2 États viennent en responsabilité et traitent du problème sérieusement. Moi, j'aurais préféré vraiment avoir des propositions concrètes des 2 États, de la Gambie et du Sénégal, pour permettre d'apaiser les choses. Parce que finalement, c'est le flou total. Il y a une levée de blocus, mais on ne sait pas si ça va être édité du jour au lendemain. Donc voilà, il faut quand même déplorer l'attitude de la Gambie sur ce coup-là, qui a pris une décision unilatéralement et qui n'a même pas discuté avec le Sénégal de cela. C'est mauvais pour l'économie, c'est mauvais pour la population, ça fait justement, ça crée un climat de défiance finalement. On aimerait, justement, on parle souvent d'intégration communautaire, on aimerait éviter ce genre de situation pour le futur, pour permettre au moins à ces États d'échanger davantage sur le plan des personnes, mais aussi sur le plan des marchandises. Jean-Marie, quels sont les points de discorde à ce jour entre les 2 États ? Les points de discorde sont essentiellement dans le domaine fiscal, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez l'État gambien qui a augmenté ses tarifs, si vous voulez, des tarifs douaniers. Ils ont considéré comme étant, si vous voulez, des tarifs douaniers qui sont payés à chacune des frontières quand vous la traversez. Mais je suis quand même étonné dans la mesure où vous avez la libre circulation qui est généralisée au sein de la CEDEAO et que vous ayez encore
des réminiscences qui existent encore, puisque la Gambie, bon, c'est collé au Sénégal, mais c'est un petit État. Donc là-dessus, il faut harmoniser, si vous voulez. Comme Malik le disait tout à l'heure, la coopération économique est importante pour les États africains qui veulent se développer. Et cette coopération économique-là n'est pas traitée à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Malheureusement, vous avez des États qui regardent tout simplement la dimension fiscale des choses. La dimension fiscale des choses, vous faites un calcul fiscal, vous vous dites, bon, je veux rentrer, si vous voulez, tant de recettes à partir du moment où je pose cette mesure fiscale. Mais on ne regarde pas l'impact global sur l'économie. Et je voudrais quand même corriger une chose, c'est qu'ici, là, le blocus a été opéré, comment dirais-je, par les chauffeurs sénégalais qui estimaient que les taxes qui leur étaient demandées étaient disproportionnées par rapport, si vous voulez, à ce qu'ils payaient avant. Vous passez de 4 000 francs CFA à 400 000 francs CFA, c'est énorme. Ça, c'est vraiment poser un blocus, c'est-à-dire unilatéral de la part de l'État gambien vis-à-vis des transporteurs, dont les transporteurs sénégalais sont dit, à partir de ce moment-là, dans ces conditions-là, nous n'allons plus traverser les frontières pour nous retrouver, si vous voulez, en Gambie, de peur de n'être bloqués quelque part. Donc, moi, j'exhorterais, si vous voulez, nos États africains à ouvrir un peu plus leurs frontières, de manière en sorte qu'il n'y a pas uniquement des échanges de marchandises qui sont importants, vous avez aussi des échanges de personnes, c'est-à-dire la circulation des individus à l'intérieur, dont j'espère bien que cet accord-là ira jusqu'au bout et que la situation sera, comment dirais-je, stabilisée, dans la mesure où il y a des pertes des deux côtés. Vous avez des pertes par rapport à la population gambienne et des pertes aussi, si vous voulez, par rapport à la population sénégalaise, qui ne peut plus écouler, si vous voulez, ces produits dans des conditions optimales. Justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, malgré la levée du blocus, les syndicats de transporteurs ont appelé les chauffeurs à contourner la Gambie. Quel est votre point de vue sur les questions, M. Tau? Déjà, moi, je salue la levée du blocus parce que je comprends l'attitude des transporteurs sénégalais parce qu'effectivement, à l'initiative de ce mécontentement, il y a l'augmentation quasiment 100 fois du prix des tarifs douaniers qui passe de 4 000 francs à 400 000 francs. C'est exorbitant. Mais ce qui m'inquiète, en fait, c'est, d'après les informations, c'est les syndicats des transporteurs qui eux-mêmes ont organisé le blocus. Alors moi, devant ce fait, le constat est qu'apparemment, il y a un recul de l'autorité de l'État. Parce que d'après ce qu'on a appris, c'est le responsable du syndicat des transporteurs, M. El Hadj Mansouri, qui a informé que c'est à la suite d'un coup de fil qui a été reçu par l'État sénégalais qu'ils ont décidé alors de lever le blocus. Ce qui signifie que le blocus a été organisé, mis en place par des civils. Pour moi, c'est une sorte de recul de l'État. Et mon inquiétude que je voudrais partager avec les amis, c'est que il faudrait que l'État sénégalais ne confonde pas la souplesse dans la gouvernance et la faiblesse dans la gouvernance. Parce que laisser les syndicats organiser des blocus à une frontière d'un État, ça peut susciter des incidents diplomatiques et des voies de fait. Merci, M. Tour. Dans l'actualité également, déclarer les éléments de son patrimoine avant d'entrer en fonction et à la fin est une obligation constitutionnelle au Bénin. Mais la mesure est-elle véritablement respectée? État des lieux dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Deo Gracias Podo. Au Bénin, la déclaration de patrimoine est un devoir des autorités politiques au début et à la fin de l'exercice de leurs fonctions. Les personnalités qui doivent se soumettre à cette disposition légale sont entre autres les membres du gouvernement, les députés, les membres des institutions de la République, les hauts fonctionnaires de l'État ou les élus locaux. Instaurée par la Constitution du 11 décembre 1990 et renforcée par la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin, la déclaration de patrimoine doit être effective dans un délai de 15 jours après l'entrée en fonction. Mais cette disposition peine à être appliquée par les autorités dans l'exercice de leurs fonctions. Selon un rapport de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption qui a fait un état des lieux le 17 mai 2016, la situation est inquiétante. Le constat depuis que l'ANSC est là est qu'il y a une sorte de réticence des personnalités à déclarer leur patrimoine. Or, le régime actuel est un régime même de discrétion de déclaration. Ce n'est pas un régime de publicité autour de la déclaration. C'est un régime de discrétion puisque personne ne sait ce que vous déclarez. C'est déposé, scellé à la Cour suprême et vous avez un récépissé. Mais les gens ont du mal à les déclarer.
Au niveau du gouvernement, des gouvernements, depuis 3 ans, c'est... Oui, à un moment donné, avec la pression de l'exécutif, beaucoup l'ont fait, mais ils le font à l'entrée, ils ne le font pas à la sortie. Dans le dernier gouvernement de l'ex-président de la République, Boni Yayi, seulement 16 ministres sur 28 ont déclaré leur patrimoine à la fin de l'exercice de leurs fonctions. Selon le même rapport de l'ANLC, 4 ministres sur les 21 du gouvernement actuel ont déclaré leurs biens à la prise de fonction. Du côté de l'actuelle législature, il n'y a que 6 élus qui se sont prêtés à l'exercice. Plusieurs autorités militent pour l'observation de cette règle de bonne gouvernance. Il y en a qui sont responsables, on le suppose, on présume. Il y en a, c'est peut-être l'oubli, on va leur rappeler. Mais ce que nous rappelons depuis des années et qui ne bougent pas, il va falloir maintenant que nommément on les cite et qu'on puisse les interpeller ou les faire interpeller par qui de droit afin qu'ils se conforment à la loi. Des sanctions sont prévues par la loi pour ceux qui n'observent pas les dispositions relatives à la déclaration de patrimoine. En effet, l'absence de déclaration expose le mis en cause ou fautif au paiement de 6 mois d'indemnité prime ou autre que l'autorité perçoit ou a pu percevoir durant l'exercice de sa fonction. L'Autorité nationale de lutte contre la corruption a souvent brandi ces dispositions et saisi les autorités compétentes sans succès. Monsieur Touault, que pensez-vous de cette mesure qui exige les autorités politiques à déclarer leurs biens au Bénin? Vous savez, la déclaration des biens faite par les autorités politiques dans un pays fait partie du chapelet de mesures qui rentrent dans le cadre de la bonne gouvernance. Donc que le Bénin commence à exiger, bon, il commence parce que la loi existe depuis 1990, mais que ça rentre dans sa phase active, c'est une bonne chose. Mais le constat est que ça coince. Ça coince parce que les politiques africains ne sont pas encore habitués à cette pratique de transparence, de vérité devant les populations. Et pour moi, au Bénin, le président Talon, qui vient d'être élu, doit incarner véritablement cette nouvelle dynamique qui est enclenchée. Et vous permettrez que je puisse faire un clin d'œil parce que le Bénin, il y a eu des cas similaires en Afrique. Avant Talon, au Sénégal, le président Macky Sall a été élu, il a déclaré ses biens au moment où il prenait sa fonction. Ça fut le cas également au Burkina Faso avec le président Gbagbo. Et même avant ça, en Côte d'Ivoire en 2000, le président Gbagbo, au moment de son élection, au moment de sa prise de fonction, avait déclaré ses biens. Ce qui n'est pas le cas du président actuel qui n'a pas déclaré ses biens, qui a procédé plutôt à une annonce de la déclaration de ses biens. Et donc tout à l'heure, si vous permettrez, on peut faire un commentaire là-dessus, mais je veux dire, les présidents africains qui parlent de bonne gouvernance doivent l'incarner eux-mêmes. Malik, vous partagez ce sentiment. Il faudrait que le président Talon emboîte le pas et commence lui-même par déclarer ses biens pour peut-être inciter les membres de son gouvernement à faire de même. Oui, et il doit le faire lui-même, déjà comme mesure symbolique et pour inciter justement les hommes politiques à le faire. Mais il doit justement permettre cela. Il doit être actif pour permettre justement et inciter et même obliger, je dirais, tous les hommes politiques de le faire. La personne qui vient en responsabilité, si elle n'a rien à se reprocher, qu'elle déclare ses biens. Nous ne sommes pas là dans dans un caractère vicieux. Ce n'est pas pour savoir si les hommes politiques ont des biens. C'est une nécessité de transparence. Et donc en politique, il faut avoir justement cette transparence. Parce qu'on sait, comme vous le savez, qu'il y a ce problème en politique justement, je dirais, de mélange entre la vie privée, la vie politique, les intérêts qui se mélangent. Et c'est une question qui revient souvent dans le domaine politique, notamment en Afrique, mais aussi en Europe. Et donc, il faudrait mettre fin à cela. Il faudrait qu'une personnalité qui aspire à prendre les destinées d'une région, d'une ville, d'un village ou même de la présidence fasse ce cheminement-là. Jean-Marie, compte tenu justement du fait que la mesure n'est pas véritablement respectée, on se pose la question de l'efficacité ou plutôt de l'impact de cette mesure en matière de lutte contre la corruption. C'est un très très long chemin pour nos États africains, comme mes collègues de plateau l'ont dit. Moi, je partirais d'une chose. Le président Talon a tout intérêt, parce que c'est quelqu'un qui va se retrouver en porte-à-faux à un certain moment, tout simplement. Pourquoi ? Le président Talon, c'est quelqu'un qui est un homme d'affaires à la base. Donc, il a intérêt, c'est-à-dire, de mon point de vue, c'est-à-dire à éclaircir la situation le plus rapidement possible parce que pour essayer de lever tous les soupçons éventuels qu'il y aurait, si vous voulez, à sa sortie,
à la sortie de son mandat. Donc c'est une nécessité. Mais plus généralement, ce que je dirais là-dessus, Graziella, c'est que la déclaration, si vous voulez, des patrimoines, pour nous en Afrique, est une nécessité impérative, impérieuse. Parce que quand on voit le niveau de corruption qui sévit dans nos économies, c'est le bien public, on parle de la gestion du bien public, du bien collectif. Donc à partir de là, quand vous venez là pour servir votre peuple, vous avez intérêt à être, c'est-à-dire relativement clair, comme vient de le souligner Malik, à savoir que vous posez une transparence sur la table. La corruption nous coûte énormément en Afrique, tout simplement pourquoi? Ça nous coûte non seulement en point de PIB, ça nous coûte en plus, si vous voulez, en termes de santé, en termes d'éducation et tout ce qui s'ensuit. Il n'est pas logique que vous ayez des hommes d'État africains qui se retrouvent plus riches que le président des États-Unis. Ce sont des choses qui m'ont toujours étonné, je suis épaté. Donc, à partir de là, moi, j'ai toujours considéré notre corruption, les détournements de fonds, comme étant des crimes contre le développement en Afrique. Donc, à partir de là, il est impérieux et nécessaire que les hommes d'État puissent faire leur déclaration de patrimoine chez nous en Afrique. Merci Jean-Marie. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.